Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Un site qui essaie de démontrer que l'humanité est enclenchée dans un processus qui la conduit progressivement et sans le savoir vers son ultime perfection. L'extase, une perfection technique, évidemment, c'est-à-dire le monde qui est devenu une sorte de paradis pour l'ensemble humain entièrement fédéré, entièrement solidaire, où on a dépassé les problèmes de nations, d'antagonisme entre les intercommunautaires, internationales, voilà, toutes ces haines, ces violences qu'on peut encore connaître parce que nous sommes encore assez primaires dans notre façon de nous comporter avec les autres. Pardon. Et donc, mais ça, c'est voué à être dépassé dans quelques siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais l'humanité parviendra à sortir de ce mécanisme de violence entre hommes et le fait que l'homme soit un loup pour l'homme. Ça, on dépassera ça et on prendra conscience que notre rôle est de construire ce paradis que la planète peut être lorsqu'on se promène n'importe où dans la nature de l'humanité, qu'on soit dans la banquise ou dans le désert ou dans n'importe où sur la planète. On comprend que c'est un paradis potentiel en fait, et que seul l'homme s'empêche de vivre dans ce paradis-là, de finir de le construire et de vivre en toute sérénité, dans l'amour absolu du prochain, dans l'entraide, dans cette fraternité. C'est juste une question de niveau de conscience. On va vers ce niveau de conscience et on parviendra à y accéder dans quelques siècles encore d'évolution. Voilà. Et pour démontrer toutes ces idées, je m'appuie sur des ouvrages comme celui qu'a écrit Jean Miquel pour les classes terminales et préparatoires. Voilà. Alors, je suis au niveau de la philosophie. Le chapitre, c'est le premier chapitre, la culture humaine. Alors, dans la culture humaine, il y a la technique, on l'a vu, l'art, la religion, la science, on l'a vu, on a vu tout ça. Et là, c'est sur la philosophie. J'ai déjà fait une vidéo sur la philosophie. Et donc, Jean Miquel pense que c'est le philosophe finalement qui détermine la philosophie. Dans la vidéo précédente, j'ai essayé de démontrer que j'étais pas d'accord avec ce point de vue. Le philosophe est important, mais il n'est pas. C'est l'histoire de la philosophie, c'est le développement progressif de la philosophie en lien direct entre d'un côté la science et de l'autre le spirituel. Et donc la philosophie faisant le lien entre ces deux corporations, on pourrait dire, et que la finalité de la philosophie, c'est de relier le mystique au scientifique,
ou le scientifique au mystique. Et c'est un peu ce que nous faisons et ce que fait la philosophie, et c'est ce qu'essaie de faire en tout cas la mécanique universelle. Alors la philosophie, je reprends la lecture et je commente éventuellement. La philosophie comme attitude initiale. L'histoire nous apprend que la philosophie a donné naissance aux diverses sciences, pour autant qu'elles se proposaient de se réaliser comme science de l'univers. C'est un peu ce qu'ont toujours essayé d'imaginer les premiers philosophes ensemble. Les physiologues de l'ancienne Grèce sont les ancêtres des savants actuels. Mais la philosophie n'est pas seule à revendiquer cette parenté. Elle-même fut longtemps mêlée à la religion, contribuant à scruter la poésie des mythes primitifs. Et longtemps, et quand écrivait ce texte dans les années 80, Jean Miquel, la philosophie s'était bien détachée, bien éloignée du spirituel. En ce moment, elle est en train de revenir vers l'idée de Dieu. Mais il a fallu pendant un temps qu'elle se détache du religieux pour accéder à un autre niveau de liberté, comme la science a dû le faire aussi. Ça a été important, c'était un moment où il fallait se détacher, comme un adolescent quitte ses parents, fait sa crise d'adolescence et doit quitter ses parents et les contester pour pouvoir s'affirmer et affirmer sa personnalité, mais il revient un jour vers ses parents en disant eh bien voilà, j'ai compris, j'ai enfin compris ce que vous avez vécu, ce que vous avez passé, la difficulté que vous avez eue, etc. Et donc, de la même manière, la philosophie revient vers son origine qui est spirituelle, et la science revient également vers le spirituel de cette façon-là. Voilà. Alors, et l'artiste qui ne connaissait peut-être pas encore comme tel, qui ne se connaissait pas encore comme tel, produisait alors au dehors les témoignages de cet autre monde qui est l'homme, pour parler comme Rabelais, en inventant les formes diverses d'un langage efficace que le philosophe devait, comme le savant, prendre un jour pour objet d'étude. Pourtant, c'est encore simultanément que philosophes, artistes et savants existent, c'est-à-dire coexistent, définissant leur domaine par l'originalité de leur démarche, offrant à notre perspicacité des types d'humanité que l'on peut essayer de décrire et de comparer. Le philosophe comme douteur, c'est un autre sous-chapitre. Un philosophe, au sens populaire du terme, c'est celui qui n'accorde pas de valeur excessive aux occupations et aux passions qui agitent ou mènent les hommes. Et ça, dans ce sens-là, ben oui, je suis un philosophe. Voilà, parce que parfois je doute de ma position de philosophe. J'ai pas été à l'université, j'ai pas fait d'études, je connais pas bien la philosophie, je la picore à peine, mais il n'empêche que la plupart du temps, je me considère vraiment comme philosophe par le travail que j'ai accompli sur ces 23 dernières années depuis que je développe cette théorie. Et même si elle est approximative, ma théorie, même si elle n'a rien, elle n'a pas de toutes les règles des philosophes classiques, eh bien, voilà, le fait, par exemple, de m'écarter par nature de ce qui agite ou mène les hommes, pour me consacrer à la pensée, simplement,
eh bien c'est pour moi une valeur, une des valeurs du philosophe. Alors après, on sera surpris parfois de le voir imperturbable, sinon indifférent aux événements et aux objets qui provoquent l'animation des autres, qui les attachent, semble-t-il, de façon définitive, tandis que tous ces accidents seraient à peu près sans pouvoir réel, sinon sur le comportement, du moins sur l'équilibre de celui que son nom désigne comme l'ami de la sagesse. Alors évidemment, sous cet angle-là, je ne le suis pas, un philosophe. Mon stress, mes angoisses, mes doutes, tout ce qui peut m'empêcher d'être dans un état de sérénité m'éloignerait effectivement de cette qualité qu'on pourrait attribuer au philosophe, celui qui serait vraiment philosophe. Mais en même temps, je suis indifférent par fondement, on pourrait dire, au moins sur l'équilibre, si ce n'est sur le comportement. Sur le comportement, c'est clair que je n'ai pas le comportement du philosophe qui peut se détacher, qui peut rester assez stoïque face aux choses et rester indifférent aux choses. Mais par contre, pour l'équilibre de ma philosophie, finalement, ma philosophie, je pense qu'elle est relativement équilibrée et bien assise sur ses convictions. Voilà. Alors, cette vue encore qu'extérieure et sommaire peut prendre une incontestable signification, bien qu'elle ne nous révèle pas la source de l'attitude en cause. Elle correspond en tout cas à la limite, à l'idéal contemplatif de ces gymnosophistes dont la rencontre avait si fortement frappé Pyrrhon lorsqu'il accompagnait Alexandre dans son expédition asiatique. Voilà, et c'est là où il y a quelque chose de puissant et qu'on aimerait bien, on aimerait bien qu'il y ait eu à cette époque-là la télévision, le cinéma, des réalisateurs qui suivent ces philosophes à l'époque d'Alexandre le Grand, lorsqu'il rencontrait ces gymnosophistes, lorsqu'il rencontrait ces sages qui constellaient finalement toute l'Asie, la Grèce, le Proche-Orient, le Moyen-Orient. Donc dans ces rencontres qu'a entrepris par exemple Alexandre et plus tard les Romains et avant les Égyptiens et avant les Hébreux et à l'époque, à la même époque, les Hébreux, et puis plus tard les musulmans. Ce qui motivait en réalité ces êtres humains, les Alexandre et compagnie, et ceux qui les suivaient, c'était la curiosité, le désir de partir à la découverte. Ces états d'esprit sont vraiment dans le cœur de l'homme. Globalement, la majorité humaine, est sédentaire par force au fond, mais on le voit depuis quelques décennies où l'homme peut prendre des vacances et partir à la découverte des autres continents, des autres civilisations. Eh bien, la majorité humaine le fait. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est juste parce qu'ils sont plus ou moins bloqués par les circonstances ou quoi que ce soit. Et par exemple, si le continent africain ne peut pas voyager vers l'Europe comme il le voudrait, les jeunes et cette jeunesse africaine, c'est parce qu'on l'en empêche. Sinon, ils feraient comme tout le monde, comme les Occidentaux qui vont se balader partout sur la planète. Et donc c'est d'ailleurs totalement injuste de priver 1 milliard ou 2 milliards d'êtres humains
et davantage d'ailleurs, de pouvoir aller à la rencontre des autres. Et bientôt, dans un siècle ou deux, les transports ne seront plus du tout polluants. On aura découvert le moyen de voyager sans que ça utilise du pétrole, sans impacter sans avoir d'influence sur le climat. Et en plus, les hommes auront atteint un niveau de paix supérieur à celui que nous connaissons. Et là, l'ensemble des jeunes humains pourront aller se promener, se rencontrer, etc., etc. Voilà, c'est ce que je pense de l'avenir. Et c'est vrai qu'on aurait aimé voir ce Pyrrhon découvrir ces êtres humains. Donc Pyrrhon en avait tiré son scepticisme, affirmant que tout n'est qu'opinion et que nos malheurs viennent de notre incapacité à nous détacher de ces connaissances illusoires. Parce qu'il avait rencontré sans doute en Asie, proche de l'Inde ou proche de la Perse, etc., des penseurs, des philosophes qui étaient basés sur les pensées asiatiques, sur les pensées hindouistes, bouddhistes, sans doute déjà, puisque le bouddhisme était déjà là à l'époque d'Alexandre. Et donc, cette recherche d'équilibre, alors comment ils faisaient les Pyrrhons quand ils arrivaient dans une ville qu'Alexandre avait conquis? Ils devaient avoir des traducteurs, des gens qui étaient capables de traduire, et ils demandaient qui sont les sages, pouvez-vous nous amener vers les sages du village, de la région, etc. Voilà qui est ça me rappelle, j'avais hébergé un Américain quand je faisais du Airbnb, qui était venu pour quelques jours et qui était resté finalement un mois dans l'appartement que je lui louais. Et il m'avait dit il faut que tu me présentes qui sont les gens populaires. Et c'était la première fois que j'entendais parler vraiment de ça. Et en fait, c'est vrai que maintenant, les jeunes parlent sans doute de ça, mais moi, à mon époque, voilà, effectivement, ils existaient, c'est les plus populaires d'entre nous à l'école ou quoi que ce soit, mais ça a été une découverte d'entendre ça. Voilà. Pour Pyrrhon, c'était pas les plus populaires, c'était les plus sages, les philosophes, les penseurs qu'il voulait rencontrer et à qui il devait poser des questions. Voilà. Alors, d'où cette prudence? Alors, il en avait tiré son scepticisme, affirmant que tout n'est qu'opinion, etc. D'où cette prudente recherche de la vérité qui semble en effet déprendre le philosophe d'une hiérarchie hâtivement admise par la majorité des hommes, exclusivement liée aux usages d'un temps et d'un lieu, aux objets que les impulsions communes présentent comme désirables. Plus loin, aussi le philosophe est-il inquiet. Ni le repos ni la certitude ne lui donnent une assise encore qu'il trouve dans l'inquiétude même une sorte d'équilibre, sans que l'oreiller du doute soit aussi molle pour lui que l'affirmait Montaigne. Le philosophe, comme un grand enfant aux yeux des autres, continue à poser les pourquoi, qui sont justement le propre des enfants, et refuse de passer outre. Il voit partout matière à questionner et n'espère le plus souvent que de mettre en forme ces questions par un progrès simultané de la conscience et du langage. Voilà le philosophe comme douteur dont parle Jean Miquel. Et effectivement, ce philosophe, ce pourquoi il est posé, mais non seulement par le philosophe, mais par le scientifique, par n'importe quel être humain se pose ces questions.
La seule chose, c'est que le philosophe va creuser, va vouloir comprendre, ne se contente pas de la question. Il ne peut pas rester sur une sorte d'échec, sur des questionnements insolubles. Et c'est grâce à ça que l'humanité, progressivement, répond à toutes ces questions. Et dans 100, 200, 300, 400 ou peut-être 1000 ans, on comprendra pourquoi il y a la création. Qu'est-ce qui a créé cet univers? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que le divin? Le divin, pour moi, est dans la nature, dans toute chose qui existe dans la nature, dans un brin d'herbe, le souffle du vent, un morceau de fer, un morceau de ce bitume, tout ça est constitué de cette même chose qui constitue tout, de ces particules élémentaires qui sont le divin en réalité. Voilà. Et nous faisons donc partie de ce divin. Mais il faudra que la science parvienne à vraiment l'éclairer, à le démontrer de façon claire et certaine, qui empêcherait les hommes de pouvoir en douter. Voilà pour cette partie. Je vous remercie de votre écoute, et si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, et puis laisser des commentaires, et voilà, j'y réponds d'habitude. Et voilà, à très bientôt, merci de votre écoute.